Salut les amateurs de montres, c'est Corentin et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de celle que je fais d'habitude puisque je ne suis pas tout seul pour cette vidéo, je suis avec un ami, Edouard. Salut Corentin, ça va? Donc aujourd'hui on fait une vidéo que je trouve assez intéressante parce qu'en fait on se connaît depuis un petit moment maintenant. En fait on se connaît parce que tu travailles chez la boutique Mornier. Exactement. Puis en fait on s'est connus parce que j'avais acheté la Tudor Black Bay. Tu l'avais vu je crois parce que tu me suivais sur YouTube, c'est ça? Sur YouTube, ouais, en effet. Et donc tu m'avais contacté, tout ça, et puis après on s'était rencontrés ensuite chez Mornier à l'autre boutique, parce que moi je l'avais acheté à l'autre boutique Mornier. C'est ça. Et puis au-delà de ça, donc tu travailles dans le milieu, et puis tu es passionné, tu as des montres également. Et pour ça, je pense que c'est intéressant qu'on puisse faire une vidéo ensemble. Bien sûr. Voilà, mais écoute, je te laisse peut-être te présenter un petit peu, je t'ai un peu introduit, mais... Ben voilà, je m'appelle Edouard, j'ai 30 ans depuis peu, et puis je bosse donc dans le milieu de l'horlogerie. Je suis donc dans la vente de montres à Bordeaux. Voilà, que dire de plus? Une boutique finalement assez montre de luxe quand même. Enfin... On est vraiment axé en effet haut de gamme, voilà. Haute joaillerie, haute horlogerie. Ouais, parce que finalement sur les marques qu'il y a chez Mornier, on peut en parler un peu. Il y a WC, Rolex. Alors on retrouve donc on a 4 boutiques au total sur Bordeaux, donc 2 monomarques que sont la boutique Breitling, Place des Grands Hommes, et Messica sur le cours de l'intendance. Alors Messica c'est bijoux. C'est des bijoux, exact. Et puis ensuite 2 multimarques qui se séparent un petit peu les différentes maisons horlogères. J'entre pas dans le détail des bijoux, hein, bien évidemment. Non, oui, je pense que... Mais voilà, on va retrouver sur l'intendance notamment Rolex, Hublot, Zenith, mais également des marques qu'on a en commun sur les 2 boutiques, notamment Longines, Tag Heuer. Tudor aussi, je pense. Voilà, Tudor aussi. Et puis sur la boutique Sainte-Catherine, on va retrouver donc Omega, on va retrouver IWC, Jaeger-LeCoultre, Panerai, et puis ensuite on a aussi du Grand Seiko, mais aussi des marques voilà, un peu plus jeunes, type March Lab notamment. C'est vrai, oui. Et puis Réservoir aussi, je crois. Réservoir aussi, BRM, voilà, j'en oublie. Ah ouais. Et donc toi, tu t'occupes surtout de la partie Omega, enfin toutes les marques qui sont dans la boutique Sainte-Catherine, en fait, tu t'occupes, tu les vends. Alors oui, dans tous les cas, tout le monde est en charge de tout. De tous les produits. Donc de ce côté-là, on fait pas de tri, mais voilà, chacun a aussi ses petites spécialités. Moi, j'ai pour responsabilité de gérer le groupe Richemont, notamment. Donc voilà, Boé Mercier, Jaeger-LeCoultre, IWC et Panerai. Dans ta collection, d'ailleurs, t'en as 2 de ce groupe-là, je crois. J'en ai 2 de ce groupe-là, en effet, on y viendra. On va y venir. Ouais, exactement. Et donc, je t'ai connu, comme tu l'as dit, j'avais regardé une vidéo de toi où tu exprimais ton mécontentement au sujet de ta Black Bay 41, si je ne me trompe pas. Ah oui, c'était alors c'était le test de la Black Bay 41 ? C'était pas le test, c'était une rétrospective de ta collection fin 2022. Oui, peut-être, je ne me rappelle plus. Et donc tu parlais de cette Black Bay où bon, tu n'avais pas été un peu grosse pour moi. Convaincu, C'est-à-dire que ça avait eu le recul, après je me suis dit c'est un peu gros. En fait, c'est pas dans l'esprit, enfin, elle a le côté vintage dans le look et tout ça, mais elle est un peu grosse pour elle est volumineuse, 14,7 d'épaisseur. Elle est plus épaisse aussi, bon. Donc voilà, j'ai vu cette vidéo et puis j'étais rentré en contact avec toi et je t'avais proposé de venir directement en boutique pour... C'était très sympa. Pour qu'on discute montre, voilà. Non, et donc, puis t'es comme ça avec tout le monde en fait, t'es passionné, j'aime bien, voilà. Voilà, tu donnes envie aux gens de s'intéresser aux montres, c'est ça qui est intéressant, parce que souvent, il y a des gens qui disent que le problème c'est souvent les vendeurs qui n'aiment pas, enfin pas qui n'aiment pas, mais qui n'y connaissent pas grand chose entre guillemets dans les montres qu'ils vendent. Toi c'est un peu l'opposé, parce que quand tu vends une montre, parce qu'on n'a pas rappelé, mais pour ceux qui se souviennent, c'est toi qui parlais pendant presque 1 heure dans la vidéo Omega, on a présenté toutes les variantes quand même. Donc, exactement. Donc chapeau déjà. Je voulais pas encore montrer mon visage à l'époque, mais voilà, les choses ont changé. Pardon ? On n'avait plus trop, on avait pas Si, on avait le droit. Après, voilà. C'est toi qui te sentais pas. C'est pas tant ça. Il y a aussi une question peut-être de sécurité. Oui, voilà. Mais les choses ont évolué depuis. Ouais. Mais bon, après, Et donc, ça a été en vrai. J'ai des clients qui sont beaucoup plus connaisseurs et pointilleux que moi. Le fait qu'on ait beaucoup de marques et qu'on soit
également dans l'obligation de vendre des bijoux, ça laisse un petit peu moins la place à la connaissance extrême poussée sur les différents modèles, les différents mouvements. Oui. Puis le truc, c'est qu'un client, quand il rentre dans la boutique, qu'il a une montre en tête, en général, il a déjà passé des heures à la regarder sur Internet, il connaît en Bien détail. Alors que toi, tu as toutes les montres à un minimum connaître. Donc forcément, souvent, le client, il sait peut-être mieux de certaines specs que toi, mais c'est logique. Mais j'apprends énormément de mes clients aussi. Donc, je me considère comme passionné, mais je ne me considère pas comme expert, loin de là. J'ai des connaissances, je ne les ai pas toutes. Et c'est pour ça qu'on a des clients vraiment passionnés qui viennent en boutique pour échanger. C'est ça aussi qui alimente un petit peu cette curiosité. Mais toi, on voit que tu es vraiment passionné parce que, alors tu l'as pas dit dans ta présentation, mais tu faisais autre chose avant et tu es venu ensuite dans les montres. Donc ça montre quand même que tu voulais faire ça. C'est un changement de vie. En effet, je travaillais donc en tant qu'ingénieur dans un bureau d'études. Pour faire vite, donc on faisait des études de conception pour les transporteurs de gaz naturel et d'hydrocarbures. Voilà, donc on œuvrait sur tous les réseaux souterrains en fait. Et c'était un métier qui était quand même assez stressant et puis qui nécessitait quand même pas mal de déplacements. J'ai réalisé après 5 ans que c'était pas faire ça toute ta vie. Non, voilà, que j'étais pas heureux au quotidien. Donc voilà, j'ai décidé de faire ce virage assez drastique, mais je regrette pas un seul instant parce que voilà, aujourd'hui, au quotidien, je suis. Ouais, t'es entouré de montres qui te font kiffer, quoi. Ouais, et puis même, j'ai pas l'impression de bosser en fait, au jour le jour. Je parle de choses que j'aime. Mais c'est génial, ça. C'est un peu l'objectif quand tu fais un métier, d'être passionné, parce que sinon tu t'ennuies, quoi. Ouais, c'était l'objectif de se lever le matin en ayant envie en fait de partir au travail, chose qui n'était plus possible dans mon ancienne activité. Donc, tu avais moins de contact avec les gens aussi, non, dans ton ancienne vie, non? Ouais, tu étais un peu plus, disons que tu es un peu plus isolé, tu es devant un ordinateur, hein, donc oui. Là, toute la journée, tu vois des gens qui défilent, parfois qui se prennent du temps, hein, quand on vient de tourner une vidéo sur Omega. C'était ma principale crainte d'ailleurs, c'est que je me suis dit, est-ce que je vais vraiment être fait pour ça? Est-ce que je suis prêt à parler à longueur de journée? Est-ce que j'ai envie de voir du monde? Et en fin de compte, ça s'est fait quand même très naturellement, donc non, pas un seul regret. C'est le principal. Ouais. Bon, est-ce que tu penses qu'on peut commencer avec la première de tes montres? On va pouvoir commencer. Alors la première de mes montres, je l'ai mise à mon poignet directement, parce que c'est celle qui m'a donné envie, entre guillemets, de m'intéresser aux montres mécaniques, aux montres de manière générale et aux montres mécaniques plus particulièrement. Donc c'est une Jaeger-LeCoultre Reverso qui date du début des années 2000. Ah ouais. Voilà. Un bon état. Hein. C'est une montre en fait que mon père avait achetée. Et moi, plus jeune, je regardais donc mon père retourner cette montre, la remonter manuellement au quotidien. Et puis, ça m'a toujours intrigué. Et donc, c'est vraiment cette montre-là qui a fait naître cette passion, tout simplement. Parce que j'ai vécu à l'étranger. Et donc, mon père était un aficionado des contrefaçons. Ah ouais. Voilà, thaïlandaises notamment. Ah oui, donc, on était sur... j'ai vu tout. Hein, j'ai vu des fausses Panerai. T'ouvres un tiroir, tu trouvais une fausse portugaise, une fausse Big Pilot, et puis voilà, celle-ci par contre... ça c'est une vraie montre d'une très très belle marque. Exactement. Jaeger-LeCoultre. Et donc voilà, j'ai admiré cette montre-là pendant très longtemps, et je l'ai retrouvée au pied du sapin de Noël en 2019. Voilà. Ah oui, donc ça, oui, t'as attendu longtemps avant de l'avoir quand même. J'ai attendu longtemps, il fallait que je la mérite cette montre, donc voilà. Et en fait, c'est ton père qui t'avait raconté l'histoire, ou c'est toi de ton côté qui t'a... Parce que est-ce que l'histoire déjà ça t'a intéressé, ou c'était vraiment que l'objet qui... L'histoire de la Reverso? Oui, l'histoire de la Reverso. Ouais. Il me l'avait expliqué. J'ai poussé ensuite plus tard moi-même la recherche, mais voilà, je connaissais déjà le principe, je savais à quoi ça servait. J'étais pas encore vraiment très renseigné à l'époque sur ce que c'était qu'un mouvement mécanique à remontage manuel ou automatique, donc j'ignorais ce qui se passait là-dedans très clairement. Mais voilà, ça a vraiment toujours été la montre qui m'a le plus marqué durant mes jeunes années. Donc je suis vraiment heureux et fier de la posséder, de pouvoir la porter aujourd'hui très régulièrement même, puisque c'est d'ailleurs l'une des montres que je porte le plus. La Reverso, c'est vrai que c'était le concept de retourner le cadran, c'était pour la protéger au polo ou au cricket. Pour les matchs de polo, en effet. Matchs de polo, donc on est sur une... Début des années 30 du coup. Début des années 30, c'est
c'est une montre qui a marqué son temps et qui est devenue aujourd'hui... C'est le côté art déco un peu aussi. Exactement, on est sur de l'art déco. Alors aujourd'hui, ça a un petit peu changé. On retrouve toujours des cadrans, bien évidemment, avec chiffres romains. Mais Jaeger-LeCoultre aujourd'hui mise quand même pas mal sur toute la collection Tribute. Donc, ah oui, avec les couleurs. Voilà, des couleurs et puis voilà, notamment des index bâtons, pas de chiffres arabes. Ok. Donc j'aime cette version. C'est vrai que je regarde pas trop Jaeger, alors que c'est une très très belle marque tout ça, mais c'est vrai que je regarde pas trop parce que j'ai pas trop l'occasion de porter des trucs très habillés, tu vois, au poignet au quotidien. Mais c'est vrai que c'est incroyable, ça, c'est iconique. Ça aide dès qu'on est en costume, ça aide de en effet une reverso, mais pour autant, c'est comme une montre que je suis capable de porter en jogging le dimanche, c'est pas un souci. Et c'est marrant, mais tu vois, c'était une montre de sport à l'origine. Exactement, c'est devenu la montre élégante par excellence. Sûr, d'ailleurs, c'est comme la Santos et la Tank. Hein. Bien sûr. Parce que Tank, une montre élégante, on peut pas dire que le nom soit très bien choisi, tu vois. Bien sûr. On a vu passer d'ailleurs des références chez Jaeger-LeCoultre en reverso, notamment les grands sports, qui étaient équipés d'un bracelet caoutchouc. Voilà. Donc l'idée, c'était aussi, je pense, pour cette maison, de rappeler l'ADN et les origines de cette montre-là. Donc c'était une grande taille pour l'époque. Ça, c'était une grande taille. Ok, d'accord. Voilà. Ouais, donc, parce que ça, typiquement, toi, t'as un gros poignet, mais même sur le mien, ça fait tout à fait élégant, quoi. Donc pour les exigeants et de ta chaîne, donc c'est une 270.8.62. Équipé, je crois, d'un calibre 822, donc un petit calibre mécanique remontage manuel à l'intérieur. Et donc à l'époque, c'était considéré comme une grande taille. Et aujourd'hui, si on fait le comparatif avec les modèles existants dans la gamme actuelle, on serait plus sur une moyenne taille. Une moyenne taille qui a d'ailleurs disparu du catalogue. D'accord. Donc on se retrouve aujourd'hui avec petite taille, pour femmes exclusivement, et les grandes tailles qui sont devenues vraiment très grandes. Parce que plus petit que ça pour un homme, ça fait vraiment petit quand même. Ouais. Ça, je trouve, franchement, c'est idéal en fait. Hein. C'est une taille très polyvalente en effet. Plus, alors je l'ai jamais essayé la grande taille au poignet, mais plus je pense que ça fait presque un peu trop gros, quoi. Enfin, après, ça dépend le poignet évidemment. Ça dépend le poignet. Mais moi, je trouve que et puis toutes les complications qui se trouvent dessus. Là, on se retrouve avec une petite seconde à 6 heures. C'est relativement simple. Dès qu'on commence à intégrer une phase de lune, un calendrier, forcément il faut un peu plus de place. Ils font des trucs de dingue avec les biofaces notamment. Non, c'est vraiment une très belle pièce, complètement iconique et encore trop peu vue. Voilà, on voit beaucoup de tanks, de Santos, mais par contre on voit pas beaucoup de reverso. Il faut dire, jusqu'à la fin des années 80, début des années 90, elle n'existait plus, la reverso. C'est Maximilien Busser, je crois qu'il l'avait relancé quand il était chez JLC. Peut-être, ça je sais pas. Il me semble, à la fin des années... En fait, c'est parce qu'il y avait un gros client italien qu'on avait... C'est ça, qui avait racheté tout le stock. Voilà, c'est ça. Mais c'est à l'époque où il y avait Maximilien Busser, ou je crois juste après il est arrivé, un truc comme ça. Possible, il a pas mal œuvré, je crois. J'avais pas connaissance de Maximilien Busser dans l'histoire, mais c'est possible. Mais en tout cas, oui, c'était la collection était vouée à disparaître limite. Donc en fait, c'est un revendeur qui a racheté l'intégralité du stock et qui a permis en fait de relancer les ventes de ce modèle. Donc, Ah oui, parce que tu imagines arriver à la fin des années 80, tu as toutes les montres à quartz avec des fonctions de fou, il te dit une montre mécanique à l'époque. Bien sûr. C'était un peu démodé, c'est ce qui était dommage parce que c'est quand même des objets intemporels, iconiques, c'est des bijoux quoi. Voilà. C'est ça. Alors que les montres électroniques dans les années 80, on peut pas dire qu'elles faisaient très bijoux quand même. Non. C'était un peu grossier des fois. C'était un peu plus grossier, après on était au début aussi de cette ère. Donc, mais en tout cas, voilà, là pour moi on est vraiment dans l'élégance et la simplicité à l'état pur. Donc là on a vu les origines. Et t'as pas commencé... Alors ça du coup c'est ta toute première montre mécanique ou t'as eu des trucs avant ? Non, j'en ai eu d'autres. Ouais. J'ai eu des pièces, j'ai commencé en fait en achetant pas mal de Seiko. J'ai commencé avec du Seiko, j'ai eu Breitling et puis j'ai eu Tudor, Omega aussi, des pièces un peu plus vintage. Okay. Et je me suis fait cambrioler, donc on m'a tout piqué, merde. sauf la Jaeger. Donc, voilà, que j'avais à mon poignet à ce moment-là. Oui, d'accord. Je ne la voulais pas, je pense qu'il l'aurait prise volontiers. Mais c'est juste que... C'est traumatisant ça. Exactement. Quand t'arrives, ça fout les boules. Ça fout le seum, qu'on se le dise. Donc non, j'en ai eu d'autres. Malheureusement, voilà, ça s'est un petit peu perdu. Et puis ensuite, une fois que j'ai perdu cette collection, j'ai décidé de me recentrer vraiment sur des pièces qui me ressemblaient vraiment. Parce que au début, c'est normal, on se lance un petit peu à droite à gauche, on achète tout et n'importe quoi.
entre guillemets. Et puis voilà, aujourd'hui avec un peu plus de maturité Ouais. peut-être. C'est pareil, je calme on le ressent. jeu, là, et je me concentre sur des pièces plus iconiques, Bien sûr. plus marquantes, tu vois. Après, t'as un métier aussi, enfin ton deuxième métier fait que... Le premier à la base. mais disons que ton occupation fait que... J'aime bien les trucs sportifs, moi, en montre. Alors que je vais pas porter une Oméga ouais, et puis dans les tu villes. testes des produits Ah oui, qu'on te oui, demande au de quotidien. tester, voilà, donc Ah c'est- oui, donc tu parlais vraiment du deuxième, tu parlais des Ah non, montres que je j'ai en parle- test. oui. Oui, effectivement, avec les montres que j'ai en test, oui, je peux avoir des montres à moins de 1000 euros, c'est clair que on m'en envoie souvent, donc mais t'as j'ai pas déjà ce une- besoin d'être rassasié avec ça, effectivement. Alors que quand je vais commencer la collection, c'était un peu le cas, tu vois, tu t'achètes des montres de façon un peu frénétique. C'est ça, tu t'es curieux, Voilà. tu essaies de voir, puis après tu regrettes aussi, et puis Ouais. je réalise aussi que j'ai pas 36 poignées, donc du coup... Ouais. Alors certaines personnes arrivent à porter une montre pour chaque jour de la semaine. Je sais que je fonctionne par phase, donc voilà, j'ai pas besoin d'avoir non plus Ouais. 36 000 montres, sinon il y en aurait certaines qui resteraient au coffre. Et c'est pareil, moi, c'est pareil. Je pense que l'avenir va faire diminuer le nombre de montres que j'ai, j'en porte 3, 4. Chacun a sa perception de la Mais tout à collection fait, parfaite. ouais. Hein. Certaines personnes voudront avoir Du One Watch l'intégralité Collection. d'une part une One Watch Collection, Ou et puis ou plusieurs alors dizaines, plusieurs ouais. dizaines, tous les modèles. Toutes les 5711 disponibles. Histoire de moyens aussi, ça pour le coup. Petite histoire de moyens. Pourquoi tu dis ça, Quentin? Non, mais oui, chacun a vraiment une perception différente de la collection idéale. Moi, je Ouais. sais qu'une collection idéale, c'est 3 pièces. Voilà. Non, mais je suis assez d'accord, hein. 3, 4, moi, tout à fait. Bon, on va pouvoir passer à la seconde. alors. Donc la seconde montre, c'est une Omega Speedmaster Triple Date. Alors je t'ai vu venir, j'ai toute mise à l'heure et la date. Je me suis dit, bon, connaissant le bonhomme. Alors, celle-là, oui, moi, je la connais un petit peu, puisque tu m'en avais déjà parlé. Donc celle-ci vient un petit peu faire le lien avec l'histoire que je te racontais avant. Donc une fois qu'on m'a eu cambriolé. Alors ça, c'était en quelle année? C'était 2020, un truc comme ça? Celle-ci, je l'ai eu en mars 2021, donc je me suis fait donc cambrioler le 25 décembre 2020, cadeau de Noël. Ah ouais. Voilà. Et mon ex-compagne m'avait vu au fond complètement, Ouais, et tu donc m'étonnes. avait décidé de me faire une petite surprise pour mes 27 ans, et m'avait donc acheté cette Speedmaster Triple Date. Reduce aussi, ça s'appelait la Reduce? Reduce, c'est ça, 39 mm, automatique, référence 3250.50.00 si je ne me trompe pas. On voit qu'il est dans le métier, hein, parce que là, la référence exacte de ce modèle... Donc c'est basé sur un état 7751, c'est le D'accord, mouvement ok. 51 de chez Omega, voilà, donc fonction heure 24 heures, petite seconde, jour, mois, date. Mais attends, mais ils l'ont rendu plus fine, parce que le Valjoux, enfin le 7750, il est quand même sacrément épais, elle fait pas si épaisse que ça, je trouve. Elle est relativement fine, surtout quand tu compares aujourd'hui, alors il l'appelle plus Reduced, C'est il ça, la l'appelle nouvelle, 38. moi, je la trouve énorme, la nouvelle en Elle épaisseur. est, alors elle est très épaisse. On dirait Très, la très tour de épaisse. pie sur le poignet, quoi. Exactement. Elle est assez petite, mais du coup, elle est très haute, enfin, Ouais, ça fait bizarre. c'est le problème que j'ai, et puis même ils l'ont vraiment, je trouve, féminisé. C'est devenu Ah oui. une pièce, je trouve, très brillante, très élégante hein, au demeurant, mais c'est vrai que c'est une pièce qu'on vend beaucoup plus aux femmes. Ah ouais, d'accord. Ouais. Bah, on l'avait montré dans la vidéo, justement, je mettrai en lien la précédente vidéo qu'on avait fait, puisqu'on l'avait montré, je crois. Et oui, puisqu'on Ouais, avait bien même parlé de celle-ci juste après. C'est ça. Je m'en souviens, ouais. Donc bon, celle-ci, mon ex avait décidé de se lancer dans la recherche d'une montre d'occasion. Et elle avait, C'est un bon choix. Hein. elle Enfin, avait c'est- été prise un petit peu pour une demeurée par le mec, parce qu'il lui avait menti de A à Z sur l'état de la montre, sur Ah ouais. son histoire, etc. Bon, forcément, dès que t'es pas connaisseur, c'est difficile de poser les bonnes questions, d'arriver à les anticiper. Mais en tout cas, voilà, moi la montre elle est arrivée, alors j'ai pas remarqué ça tout de suite, parce que l'excitation, j'étais tellement content. Mais 2-3 jours après, je me suis dit, Edouard, observe-la à la loupe cette montre. Et j'ai remarqué en effet que la lunette était complètement cabossée. Et que, Tu l'as changé là depuis? Ouais, parce donc que là, celle-là, elle le est propre, cadran hein. était Ouais. jauni en fait, et c'était pas une patine, hein, elle avait pris l'eau en fait cette montre-là. Ah ouais, ok. Elle avait pris l'eau, et je voulais pas vendre cette montre parce que voilà, il y a une attache quand même très particulière, et donc Bien sûr. j'avais décidé de la faire rénover intégralement chez Omega. Donc ils ont remplacé la lunette, le cadran. Voilà. J'étais aussi peut-être à l'époque pas suffisamment averti sur
voilà, tout ce qui est pièces d'origine, Oui, conserver par une pièce rapport à dans son état. Mais bon, là, en fait, ça me frustrait plus qu'autre chose de l'avoir dans cet état-là. Et je me suis dit, je vais lui écrire, moi, sa propre histoire à cette montre. Oui, parce qu'en plus, elle était. C'était pas de la patine, quoi. C'était vraiment un gros problème qu'elle a eu. C'était un gros problème. Tu étais obligé de réagir. Hein. Parce que le mouvement, ils l'ont changé. Non, le mouvement, il était. Ils ont réussi. Okay. Ouais, il était intègre, le mouvement. Ils ont vraiment remplacé lunettes cadran, essentiellement. Aiguilles, bien évidemment, parce que ça, chaque service. Et puis le verre. C'est du plexi, le verre. Non, c'est un verre saphir. Ah, c'est un saphir. C'est un verre saphir. Donc voilà, depuis j'écris son histoire. Donc voilà, cette montre. Non, mais elle est très, très chouette. C'est important dans ma collection. Pour changer la date, là, c'est le petit picot là, qui est sur le côté. Ça te permet de changer le jour. Le jour, ok. C'est ça. Ensuite, la date, tu viens la changer directement à la couronne. Le mois change via la couronne et les jours. Et puis voilà. C'est drôle parce qu'on voit quand même que bon, c'est une cousine de la Moonwatch, mais le cadran est quand même assez différent, je trouve, déjà dans son organisation. Et puis tu as des trucs que tu n'as pas sur celui de la Moonwatch, en fait. Non, c'est vrai. La date, le jour, tu l'as pas. Et c'est vrai que c'est intégré très sobrement. C'est très chargé comme cadran. Oui, c'est assez chargé. Ça reste une pièce relativement discrète. Ah oui, c'est sûr. Donc non, vraiment, 39 mm, je pensais que ça allait être un petit peu petit. Je m'y suis fait. Finalement, tu t'y es fait, ouais. Je m'y suis fait. Et puis, j'avais aussi surtout peur que je l'ai réalisé après ça. Je me suis dit, mais attends, mais ils m'ont foutu quel cadran exactement, Omega? Et sur l'ancien cadran, il y avait, donc c'était bien un cadran Super Luminova. Donc, ils ont arrêté le Tritium Omega en 96. 96. Donc, j'imagine que cette pièce-là est post-96 et pas de T, Swiss T sur le cadran. On avait juste du Swiss Made. Et donc là, ils l'ont remplacé par un cadran identique, Super Luminova. Oui, donc au final, dans le Super Luminova, ça devient pas comme le Tritium. Donc, c'est pas si grave que ça finalement qu'il ait changé. Enfin, bon. Non, mais je sais pas si tu montreras des photos. J'ai des photos en fait à l'époque quand je l'avais reçu. Elle était dans un état assez catastrophique. Mais alors c'est drôle parce que là, le bracelet qui est sur celle-là, comme il a le corps d'accord est plus petit, enfin l'entrecorps est plus petit que sur la Moonwatch d'ancienne génération. C'est vrai que sur la Moonwatch d'ancienne génération, je trouve que le bracelet il faisait un peu bizarre. Oui. Et sur celle-là, je trouve qu'il marche très bien en fait. C'est peut-être aussi la taille des maillons qui fait que. Oui, c'est ça. Ouais, ils sont plus petits. Du coup, ça marche bien sur celle-ci. Hein. Non, c'est très agréable à porter au quotidien. Ouais, c'est. Alors, il y a moins le gros bombé que sur la Moonwatch. C'est plus doux. C'est beaucoup plus doux, en effet, ouais. Elle est beaucoup plus. Pas passe-partout, parce que la normale passe aussi bien, je trouve, mais elle est peut-être plus élégante que la grande. Elle est plus discrète. C'est un format différent. Alors après, toi, pour le coup, sur la tienne, tu as des cornes qui sont, je pense, plus courtes que celle-ci. À proportion, tu veux dire ce qui fait qu'un 42. C'est possible, je pense qu'elle taille plus comme un 40, cette montre-là, contrairement à celle-ci qui fait vraiment, pour le coup, très 39. Donc, elle reste quand même, en effet, plus grosse. Mais c'est vrai qu'à proportion, les cornes sont peut-être plus courtes. Mais dans l'absolu, elles sont quand même plus longues. Mais à proportion, elles sont effectivement peut-être plus courtes. Non, c'est deux très beaux modèles. Ah, moi, je suis fan. Je sais que tu es fan. Juste avant de venir, j'ai eu un abonné qui m'a envoyé un message pour me dire j'écoutais le podcast de Edouard, Démontrez-vous. Et à l'époque, j'avais pas acheté la Moonwatch. Il me demandait qu'est-ce que j'en pensais. Mais enfin, j'en pense que du bien. C'est incroyable comme montre. Enfin, je veux dire, c'est tellement polyvalent, c'est iconique. C'est polyvalent, iconique. Voilà, c'est sûrement d'ailleurs l'une des montres les plus polyvalentes, je trouve, aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Ça va avec tout. Parce qu'en plus, le cadran noir et la lunette noire sont assez discrets quand même. C'est discret et puis ça se met sur du cuir, ça se met sur de l'acier. Là récemment, nous on les a sur caoutchouc. Ah ouais? Ouais. Pour les modèles hors jaune notamment. Ah oui, j'ai vu, ouais. On a une superbe pièce qui est cadran champagne sous compteur noir. Ah, très très beau. Et qui a un bracelet caoutchouc noir avec l'intérieur du bracelet avec un motif un petit peu cratère de lune. Voilà. Donc, très sympa. J'avais pas vu ça. Ouais, Très très sympa. Bah, la Moonwatch, la Moonwatch en or, que ce soit la verte ou la champagne, les deux, je suis très très fan. C'est des très jolies pièces en effet. C'est un sacré budget aussi. Rien que le bracelet coûte plus cher que la Moonwatch. Ouais, c'est vrai. Donc, non, c'est cher. Après, bon, c'est cette montre-là, c'est celle que tu as avec un 3861 à l'intérieur. Oui, c'est l'or. On est sur un boîtier en jaune, un bracelet en jaune. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que, je sais pas ce que tu en penses, mais l'or de le Moonshine Gold chez Omega, je trouve qu'il est plus terne que celui de Rolex, par exemple. Il est plus terne. Il passe un peu plus. Moi, je le trouve très beau. C'est volontaire de leur part, de toute façon, de rendre cet or un peu plus terne que ce qu'on retrouve ailleurs. Donc, on reste sur de l'or 18 carats. Et donc là, c'est vrai que tu as une proportion qui fait que l'or est beaucoup moins brillant et voyant.
Donc on retrouve ça en fait sur le Canopé Gold qui est donc l'or blanc, le Moonshine Gold qui est l'or jaune et l'or Sedna qui est l'or rose. Ah oui, l'or Sedna, oui. Bon, Voilà. très bien, on va pouvoir enchaîner alors. On enchaîne. Allez. Montre suivante. IWC. IWC Ingénieur. Voilà. Donc ça c'était la... Oui, je me souviens quand tu l'as eu, c'était quoi, il y a un peu moins d'un an, hein Celle-ci, je l'ai eu début d'été. Début d'été 2023. Ça, je m'en souviens. Début d'été 2023. Bon, ça c'est un petit cadeau que je me suis fait à moi-même. Je ne m'étais pas encore fait de cadeau en fait suite à ce changement de perspective, de profession. Je me suis dit que ce serait aussi un bon moyen de marquer la chose. Donc voilà, je me suis... Une ingénieure d'IWC du coup. Une IWC Ingénieur édition Plastiki, limitée à 1000 pièces. Ah oui, Voilà. ouais, c'est une belle... Oui, d'accord. Donc moi je cherchais en fait une montre vraiment très polyvalente à chic, cheval entre un petit peu la Tool Watch et la plongeuse. J'ai donc le frère de mon ex travaille donc dans une maison de vente aux enchères. Il m'a dit voilà, on rentre ça va passer en vente. Est-ce que ça t'intéresse? Et j'avais dit bah écoute, je vais peut-être pas me positionner lors de la vente, mais par contre s'il y a personne qui s'est positionné dessus, préviens-moi et j'attaquerai quoi. Donc en effet la montre n'a pas été vendue aux enchères. Elle était estimée à un prix qui était trop important pour moi et en fin de compte je l'ai eu à un prix très raisonnable. Donc, parce qu'il y a l'estimation et le prix de réserve. Toi, tu l'as eu après la vente du coup? Je l'ai eu après la vente. Donc il n'y avait plus l'histoire de prix de réserve et tout ça en fait? Non, j'ai contacté en fait directement le vendeur en lui disant bah voilà, votre montre c'est pas vendu, je vous en propose tant, et ça a été un petit peu chaotique mais j'ai fini par avoir gain de cause. Oui, et du coup celle-là en fait c'est un modèle qui est sorti quand en fait? Alors ce modèle là en fait il faut savoir donc en 2010 David de Rothschild qui est un explorateur britannique tellement a des décidé pardon il y en a beaucoup, et donc il a décidé de faire en bateau en catamaran Californie jusqu'à Sydney jusqu'à San Francisco. Parce qu'en fait il y a la gravure derrière qui retrace en voilier, non en catamaran. Alors en catamaran composé en fait dont la coque est composée de 12 500 bouteilles en plastique. Voilà. Ah oui. Et donc l'intérêt en fait de cette épopée, c'était sensibiliser un petit peu les gens sur la pollution des océans. Déjà en 2010. Ah ouais. Déjà en 2010. Parce que maintenant ça devient assez connu quand même, mais oui. En 2010 on en parlait un peu moins. On en parlait un peu moins, mais voilà, ça a été l'un des pionniers qui en a parlé. Et donc cette montre-là, donc IWC était partenaire de l'expédition, et en 2011, ils ont sorti cette montre, référence 32-36. D'un beau diamètre quand même. D'un beau diamètre, on est sur du 46 mm. Ah oui. Bon, toi, il faut le dire, t'as un bon gros poignet quand même. Ouais, mais par contre, t'as pas de corne. T'as pas de corne, donc ça se pose. C'est vrai. Ça se pose. Alors, c'est massif, c'est très lourd. T'as un déport de poids qui est juste monumental parce que t'as un bracelet caoutchouc qui pèse que dalle et que la montre, elle pèse 30 kg. Ah oui, on le sent bien, ouais. La masse, ouais. Du coup, vu qu'il n'y a pas le bracelet, en plus, c'est très sur le dessus du poignet. Quoi. Ouais. Toute la masse est concentrée sur le dessus. Hein, donc, cette montre, ça devient une arme létale en cas de défense. Hein, c'est très bien fini sur le dessus, là. Ouais. Les index appliqués, le cadran un petit peu gaufré. Enfin, c'est pas gaufré, c'est un motif un petit peu... Je sais pas comment, une petite tapisserie. Oui. Alors, je crois que c'est les i de ingénieur, d'ailleurs, qu'on voit sur tout le cadran. En fait, c'est une répétition de i. D'accord. On le verra mieux sur oui, en majuscule, sur les plans rapprochés. Ouais. Mais ouais, donc un mouvement super robuste. Mouvement in-house IWC, le 80-110, qui est une machine de guerre, très clairement. Cette montre-là, elle n'a pas été révisée. Moi, j'ai regardé un petit peu avec les outils qu'on a au boulot. Elle n'a pas été révisée depuis 2013, donc ça fait quand même plus de 10 ans qu'elle n'a pas été révisée. Par contre, et elle tient plus une seconde, je crois. Donc, au quotidien, c'est un plaisir. Elle a été révisée assez vite au final. Oui. Elle est de quoi, 2010? Elle est de 2011 et il a fait un entretien en 2013. La raison, je ne la connais pas, peut-être par rapport à la fin de la garantie. Il s'est dit, allez, on en profite. Ouais. Okay. Mais en tout cas, elle n'a pas été révisée depuis et je le fais pas parce que pour l'instant, c'est pas nécessaire. Tant que ça fonctionne bien. C'est ça. J'ai changé le bracelet, c'est tout. J'ai mis un bon vieux bracelet
caoutchouc noir Mais de chez DWC, IWC. quand même, ouais. Ah, bah, de toute façon, tu es obligé. Tu es sur un t'as le système motif. propriétaire. Tu as le motif, en effet. C'est un système qui est propriétaire, comme ce qu'on peut retrouver sur les aquatimers, notamment. Ouais. Voilà, aujourd'hui, ils adorent ça, de toute façon. Hein. Bah, ça leur fait rentrer forcément de l'argent. Enfin, t'es obligé de passer par eux, à moins d'aller faire sur mesure. Enfin, d'ailleurs, c'est à cause de quoi? C'est à cause des cornes que c'est propriétaire? Bah, à cause du... C'est du Genta, hein, donc Ah oui, d'accord, ouais. c'est sorti Effectivement, un peu le après système Nautilus, est- c'est fort ressemblant. Comment ça marche en fait pour enlever le bracelet? Il faut appuyer sur le en bouton fait là appuyer sur l'espèce de poussoir que tu as en son centre et glisser en fait l'axe. Ouais, c'est très transversal. différent de... Ah oui, en fait, c'est juste une goupille quoi en fait. Une goupille. Ok. C'est une goupille qui est légèrement chanfreinée en fait sur le milieu et qui vient se bloquer. Donc non, vraiment une jolie montre, très massive certes, mais par contre c'est clairement la montre de ma collection que je porte dès que je sais que... Ah c'est le truc costaud, robuste qui passe... C'est ça passe partout, ça Ouais. m'accompagne partout, il n'y a aucune crainte de l'abîmer. Alors ça je connais puisque tu m'avais gentiment invité à une soirée Bohème Mercier. Bohème Mercier. Quelques mois de ça. Donc ça c'est la dernière, ce n'est pas ma montre, c'est ce qu'on appelle un confié, donc c'est la maison de Bohème Mercier qui a décidé donc de me prêter cette montre-là pour que je puisse la mettre... T'es un peu comme en un boutique. ambassadeur. C'est le rôle d'un ambassadeur, c'est de porter cette montre-là pour les vendre, tout simplement. Donc on m'a laissé le choix dans la collection Riviera, parce que clairement c'est sur la Riviera que Bohème Mercier va tout miser en 2024. Oui, bah c'est la collection un peu comme t'as ingénieur... Enfin, oui, c'est un peu la collection sport chic. Quoi. Voilà, c'est une collection sport chic. Et j'ai hésité entre deux modèles. J'ai hésité entre leur dernier modèle, qui est donc une Riviera couronne vissée avec une lunette. Donc vraiment, on est sur un design plongeuse. Mais je la trouvais peut-être un petit peu trop sportive pour la porter en boutique avec un costume. Donc, là, il y a un côté beaucoup plus élégant avec la complication qu'elle a en plus. Phase de lune, calendrier mensuel, et puis ensuite, voilà, une 3 aiguilles classique. Et par contre, on a un mouvement baumatique à l'intérieur, donc c'est aussi ça qui m'intéressait. Oui, qui est assez joli d'ailleurs, enfin, qui a du perlage sur les platines. Non, c'est très bien fini, c'est super agréable à porter. Et puis voilà, c'est une marque aussi que j'aime beaucoup, qui me fait confiance, à qui je fais confiance, donc j'hésite pas. Et puis tu as les mêmes performances là-dedans que dans l'ingénieur, la nouvelle, hein, c'est-à-dire les 5 jours de réserve. Exactement. Alors je sais pas si c'est pas cause que ça. Bohème Mercier, alors ça l'est sans doute pas, mais ça doit être bien réglé quand même. C'est quand même bien réglé. Richemont a une politique très particulière vis-à-vis de ces réglages-là. Tu as en fait des contrôles internes directement au sein des marques. Passe pas par le COSC. Voilà. Après, de toute façon, à la portée, t'as pas remarqué qu'elle est déviée, quoi. Non. Ça te va. Et puis j'ai eu ma phase où j'étais super exigeant vis-à-vis des mouvements et de la précision des mouvements. C'est pareil, je l'ai plus non plus. Alors j'aime toujours autant, tu vois, dès que je règle une montre, la régler précisément à la seconde près. À la seconde près. Tu t'alignes la minute où il faut entre les deux. Sous réserve d'avoir un stop seconde, bien évidemment, ah oui, parce que voilà, c'est pas toujours le cas, par exemple sur l'Omega. Mais par contre, je le fais sur mes autres montres et c'est précis. C'est pas aussi précis que mon ingénieur, mais ça reste tout à fait convenable. Et puis voilà, t'as pas. Il y a quand même le cadran est quand même relativement clair. Tu as des index qui sont bien répartis et c'est pas forcément la volonté de cette montre-là que d'afficher une heure parfaite tout le temps, quoi. Non, puis c'est une complication poétique. Voilà. Bon, pareil sur la Reverso. La Reverso, les chiffres arabes sont tellement resserrés que tu sais pas exactement s'il est 20 ou 25, mais tu t'en fous en fait. Voilà. C'est sûr, c'est un bijou. Tu t'en fous. Voilà. D'ailleurs, sur celle-ci, j'avais remarqué, mais c'est un chiffre romain à 12 heures. Oui. Il est bien. Enfin, je trouve qu'il passe bien. Hein. Il passe bien. J'aime pas les chiffres romains. Là, je trouve qu'il y en a qu'un. Il y en a qu'un. Il est plutôt bien positionné. Il y a un bel équilibre du cadran. Et puis voilà, on est sur un taupe qui est vraiment très sympa, très lumineux. Et puis moi, tu le sais, je suis un grand fan de caoutchouc. Mais je vois ça, ouais. Donc dès que j'ai la possibilité de mettre une montre sur caoutchouc, je le fais. Ça, c'est la 43 mm. Hein. Celle-ci, c'est du 43. Ouais. Parce ça existe, alors je sais pas si cette phase 1 existe en moins, mais elle existe en 39. Elle existe en 39 et en 42, si je me trompe pas. Tu me mets le doute, mais... J'en veux plus. Il me semble qu'il y en avait une entre les deux, mais... Non, il n'y en a pas entre les deux. Je vais regarder. Il y en a une encore au-dessus, non? Celle
Celle-ci, c'est du 43 mm. Ouais, tu vois, Et donc j'ai le ensuite, compas t'as dans du l'œil, quand même. 33, 36, t'as du 42 en effet, 39. Ah, mais c'est ça que je trouvais, oui, c'est ça que je trouvais particulier, c'est vrai, à la soirée, c'est qu'il y ait du 42, du 43, enfin, il y avait, je te dis, ils s'embêtent pour un millimètre. De toute façon, les diamètres Ils ont auraient pu énormément faire, évolué sur cette collection-là, hein, Ouais. parce que, je sais pas si tu te rappelles, il y avait une 45 vitrine donc, aussi. avec des petites pièces historiques sorties du musée Oui, oui, Bohet-Mercier, et on était sur les pièces d'origine, hein, vraiment des fin 70, début 80, et on était vraiment sur des petits modèles. Il y en avait une, genre, je me souviens plus laquelle, mais il y en avait une, elle était vraiment jolie. Alors, je me rappelle plus quelle année c'était, mais elle faisait vraiment très détaillée, je trouve, sur le cadran. Alors, je sais plus laquelle c'était, mais je sais pas si tu vois, mais. Elle est avec un cadran un petit peu champagne Non, ou beige. Non, je me souviens plus, mais je me souviens qu'en tout cas, elle me paraissait vraiment très bien. Ouais. Et pourtant, elle était à quartz, hein, si je me trompe pas. Elle était à quartz, ouais. Ouais, c'était. Il y avait un beau travail pour le montrer à on quartz. était dedans. Tu te dis qu'ils faisaient. Ouais. Ils allaient pas juste à l'économie, quoi. Enfin, On retrouve toujours du quartz aujourd'hui dans la collection Ah Rivière, oui, hein, d'accord. notamment. Oui, bien sûr. Alors, plus on va monter en diamètre, moins c'est courant. Mais sur du 39, c'est courant de retrouver des rivières à quartz, ouais, avec des jolis cadrans turquoise. Voilà. Non, c'est un modèle très polyvalent, qui est agréable à porter, et puis d'une maison voilà, qui est historique, ça a plus d'un siècle, je crois. historique, et puis qui sait ce qu'elle veut pour le coup pour l'année prochaine. Il y a des collections qui sont en passe pas de disparaître, mais de rester un petit peu dans la discrétion. Notamment, voilà. Alors la linéaire n'existe plus, mais tout ce qui est Classima, Clifton, Hampton, voilà, c'est quand même de la montre très classique. C'est assez confidentiel aussi, je trouve, Bohet-Mercier. Hein. C'est vrai que c'est pas la marque à laquelle on pense. Quand on est passionné, ça nous parle de nom, mais c'est vrai que c'est pas celle à laquelle on pense direct. Non, c'est vrai. C'est un peu comme, je sais pas, des marques, je sais pas, comme Mido ou Rado, par exemple, chez Swatch Group. Oui, c'est vrai. C'est un peu dans l'ombre d'autres, je trouve. Ce qu'on m'avait dit, moi, quand on m'avait formé sur Baume, c'est que c'est vrai, c'est un peu la montre voilà, de diplôme. On achète une Classima pour le diplôme. Ou pour des fiançailles aussi. Ou pour des fiançailles. On retrouve énormément de Bohet-Mercier Classima ou Clifton. Moi, j'en ai vendu beaucoup justement pour des mariages, pour des diplômes, des anniversaires. Et cette collection-là, voilà, elle est moderne, et ils ont raison, je pense, d'axer la com là-dessus, parce que c'est ce qui va plaire le plus. Non, bien sûr, oui, à l'heure actuelle, oui. La couronne, depuis tout à l'heure, je la tourne. T'adores ? Je trouve ça très très agréable. Couronne un petit peu. Pourtant, le grip, c'est pas le grip, mais alors les facettes, le couronne à facettes un petit peu. Le remontage, je le trouve très agréable. Ouais, c'est vrai. Il est très doux, et en même temps sur le petit clic, mais qui est très fin. C'est vrai. Ce que je regrette, moi, sur cette montre, c'est la couronne vissée. Voilà. Oui, c'est vrai que du coup, c'est pas une vissée. Elle est étanchée à quoi, 5 ATM ? C'est du 10 ATM, si je me trompe pas. Ah oui, il faut faire gaffe. Donc on reste sur du 100 mètres, un petit peu comme ce qui se fait aujourd'hui en intégré, dans tous les cas. Mais en soi, ça suffit. Mais ouais, la couronne vissée, moi, j'ai un truc avec les couronnes vissées. Bah, c'est pareil, moi j'aime bien quand c'est bien vissé et que je sais qu'elle est sécurisée, quoi. Exactement. Par contre, elle est jolie là, avec le petit le petit insert là au milieu. Là. Ouais. Il est vraiment creusé, c'est sympa. Très jolie montre, là, celle-là. Voilà, donc ça, c'était la dernière, The Last One. The Last One. Bon, mais voilà, on a fait un petit peu le tour de ta collection. T'en as de prévu là pour le futur, ou t'as pas du tout réfléchi ? Pas du tout ? J'y réfléchis, bien évidemment. Mais qu'est-ce qui te donne envie ? Enfin, qu'est-ce que t'aimes ? Qu'est-ce qui Je sais que t'aimes pas, moi j'adore Panerai, donc on a le droit. Moi, c'est leur marketing que j'ai pas aimé. Mais sinon, j'aime bien le design Panerai. J'adore cette marque-là, et puis ouais, la forme convient. C'est vraiment l'une des plongeuses pour moi mythiques, hein, et c'est pour ça que j'adore ce format, l'histoire et puis le design. Après, comment ne pas parler de Rolex ? Je n'ai pas de Rolex. Donc pourquoi pas à l'avenir. Rolex ou Panerai. Les deux marques sont liées en plus. Rolex ou Panerai. Panerai emboîté du. Sans compter tout le reste, bien Rolex. évidemment. Là, c'est une question de budget, mais oui, sinon je partirais. Donc si tu devais Ah oui, d'accord. Mais si tu devais en acheter une là dans le futur, la première serait soit une Panerai, soit une Rolex. Ouais, ce serait Parce qu'une Patek, c'est quand même pas le même. Non. Non, et puis même, je veux prendre aussi les choses dans l'ordre. Pour moi, ça serait cramer des étapes que de m'acheter une Patek maintenant, par exemple. Ouais, après, tu serais peut-être blasé du reste. Voilà, tu serais blasé, et puis tu n'aurais plus cette flamme.
Bon, au moins le sujet est vite réglé puisque je n'ai pas la possibilité ni moyen de m'acheter une Patek Philippe. Mais par contre, voilà, à l'avenir pour moi, ça sera vraiment une pierre vraiment que de mon parcours, si vraiment il doit y avoir cette pierre-là, quoi. Ouais. Je sais pas, avec une 5711 Alors, moi j'adore les Aquanautes. Ah, les Aquanautes, ok. Ouais, c'est un peu plus moderne que l'autre. Je suis pas très 5711, je suis pas très Nautilus dans tous les cas, c'est une jolie montre. C'est très compliqué à avoir. C'est très compliqué à avoir. Et puis, ouais, même l'Aquanaute, je crois, c'est pas évident. Aucune est évidente à avoir. C'est-à-dire qu'ils te disent de passer d'abord par une classique et après d'acheter la. Ouais. Non, mais c'est pas. Je fonctionnerai pas de cette manière-là. Tu la prendrais en gris. Serpent, je ne mangerai pas de ce pain-là, j'achèterai pas de Calatrava pour ensuite m'avoir une Aquanaute, c'est certain. Mais après, bon, d'occasion, pourquoi pas. Et puis ouais, un vieux chrono, alors j'ai pas les références en tête, mais par contre, les chronos Patek, je suis complètement red dingue. Et puis ouais, une Aquanaute. Sinon le reste, c'est très joli. Et puis dans tous les cas, j'apprécie vraiment Patek pour l'histoire et puis même pour la technicité. Le souci du détail, tout ça. Le souci du détail, c'est certain. Donc je suis vraiment, je peux me perdre dans une Calatrava, tu vois par là. Juste toi, ça tirait bien vu au boulot, enfin toujours en costard, tout ça passe très bien. Moi, ça passe un peu moins bien dans les vignes à tailler. Ah, ça fait la Calatrava. Le gentleman farmer, quoi. Pas la bonne période pour faire ça, je crois. Non. Mais bon, c'est pour ça, je grille aucune étape et puis je vais monter lentement et puis dans tous les cas, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il faut que ma collection reste quand même assez concise. Tu vas t'en séparer d'une du coup si tu dois en acheter? Non, je pense pas, j'achèterai une nouvelle boîte. Une boîte plus grande. Une boîte plus grande, mais j'aurais pas toutes les marques possibles, imaginables. Ah, oui. J'ai cette chance de pouvoir voir des montres au quotidien. Mais ça, c'est incroyable. Et c'est pour ça, je suis très content d'emporter, de pouvoir en mettre certaines en boutique, de pouvoir les passer au poignet, etc. Mais du coup, je n'ai pas forcément l'envie de toutes les acheter. Est-ce que d'ailleurs, le fait de bosser tous les jours avec des montres comme ça te blasse pas d'en voir? Pas encore. Mais par exemple, parce que moi je sais que je commence à être un peu, pas blasé, mais les montres entrée de gamme, tout ça, c'est plus mon truc. J'ai l'impression d'avoir fait le tour des SW200, des mouvements de base, tu vois. Alors toi, c'est vrai que tu as la chance d'avoir des montres avec des mouvements manufacture et d'avoir une diversité assez dingue. Donc, du coup, t'es pas encore blasé Je voulais justement aborder le sujet avec toi, parce que je sais que pour le coup, ta communauté, voilà, alors il y a de tout. On retrouve vraiment à la fois des passionnés de haute ou très haute horlogerie et justement des passionnés de montres de maisons plus confidentielles. Ouais. Mais en effet, le fait de toucher à ça en fait au quotidien ne me donne plus envie de m'orienter ou m'intéresser à des marques, des plus jeunes marques. Je respecte entièrement leur travail, ça c'est certain. Mais par contre, je suis pas forcément l'évolution, les collections. Voilà. Il y en a de toute façon aujourd'hui beaucoup. J'essaie de suivre ce qui est français. De comment ? J'essaie de suivre ce qui est français. Oui. Baltique, tout ça. Donc je peux, voilà. Par contre, dès qu'on commence à attaquer les Christopher Ward, etc., je suis plus. Mais c'est compliqué, moi c'est pareil. De toute façon, il y en a des milliers de micro-marques. Oui, il y en a beaucoup. Des fois, il y en a peut-être même un peu trop, je trouve. Donc blasé, non. Mais je sais très bien que voilà, j'ai atteint maintenant un certain niveau d'exigence qui fera que je ne pourrai pas. Je ne pourrai qu'évoluer en. Tu vas pas acheter juste la montre pour le design. Tu veux que la mécanique soit un peu. C'est un tout. Un peu haut de gamme sur les specs et sur les finitions. C'est ça. Non, je comprends. C'est un tout. C'est l'histoire de la montre. C'est le design. C'est un petit peu tout. Et puis dans tous les cas, aujourd'hui, je sais pas. Je pense que c'est aussi un petit peu ton cas. Vraiment, il y a la montre d'occasion. Ah oui, vraiment une notion de ne pas perdre de l'argent aussi, tu veux dire ? Pas forcément ça. C'est plus la recherche d'une pièce qui a de l'histoire. Okay. Voilà. Moi aussi, je pense que je commence à de plus en plus me poser la question sur des montres de seconde main, du marché gris. Parce que c'est vrai que quand tu achètes une montre neuve, tu perds quand même, par chez Rolex, mais dans la
majorité, tu payes quand même beaucoup plus cher que sa vraie valeur. Oui. Et quand tu commences à monter sur des pièces qui valent plusieurs milliers d'euros, c'est à prendre en compte quand même. Parce que si elle te plaît plus, moi je suis pas ultra attaché à un objet, je peux m'en séparer un jour si j'en ai plus envie. Et si je dois perdre 30% par monde, voire plus, c'est un peu embêtant, quoi. Alors, il y a des gens qui veulent vraiment marquer une certaine occasion, comme toi tu as pu le faire par exemple, et qui souhaitent aussi vivre une certaine expérience en boutique que tu peux pas vivre ni en achetant sur internet, en recevant un vulgaire colis DHL ou en achetant d'occasion sur le Bon Coin ou sur Chrono 24. Voilà. Non, c'est vrai. Donc ça c'est une chose, et puis ensuite derrière, ouais, c'est pas du tout la même chose. T'as en effet la décote, ça c'est certain. On le voit d'ailleurs aujourd'hui avec même les modèles Rolex qui se sont quand même bien cassés la gueule. Ils sont bien, voilà. Ça a bien été corrigé. Bien corrigé, ouais. Bien corrigé. Mais ouais, c'est plus la recherche d'une pièce qui a de l'histoire, échanger avec le propriétaire, savoir d'où elle vient, et puis tu combines ça avec le style que tu peux aimer, etc. Et on en arrive vraiment à la montre parfaite, tu vois, par exemple. Après, il y a un autre truc aussi, je pense, c'est que quand tu achètes une montre d'occasion, tu as peut-être finalement une montre qui est déjà plus en collection. Tu n'as pas forcément l'envie de changer dès que la nouvelle va sortir, tu vois. Certains, ils achètent la nouvelle et en fait, dès qu'il y a la nouvelle, ils veulent changer, quoi. C'est ça. Et là, tu es dans une frénésie d'achat. À chaque fois, tu perds de l'argent, à part si tu es chez Rolex. Puis il y a une question de prix aussi. Je veux dire, voilà, tu vois, l'ingénieur me plaisait beaucoup. Je crois que c'est 14 000 € le prix. Voilà, donc ça, tu vois, je pouvais pas, quoi. Bah ouais, je pouvais pas, mais je voulais une ingénieure. Donc du coup, ensuite, tu te démerdes, tu fais tes recherches. Une pépite avec une histoire qui est sympa en plus. Avec la... Non, je regrette pas un seul instant. Et puis voilà, c'est tu réalises que tu peux faire des jolis coups. Oui, t'en trouves en très bon état. Hein. Ouais. Il y a une petite Rolex chez Aurel là qui est... Ah, ils ont un joli. Ils ont un petit corner. C'est quoi comme. C'est le Submariner 16610. Très beau, c'est ta mais prochaine, ça. J'ai pas 10 900 € là. Tu m'avais dit que c'était la prochaine avec la Air King. Ouais, mais faire un choix là, je t'avoue que, en fait, tu vois, ce qui me dérange sur la... C'est bien que je sois avec un vendeur pour en parler de ça. Tu vois, ce qui me dérange sur la Submariner actuelle, c'est la lunette céramique. Je la trouve très clinquante, très clinique aussi. Tu sais, l'aspect un peu trop chirurgical, tu vois. Et, tu préfères la Lu? Oui, la Lu, ouais. Et là, la 16610, c'était beau, quoi. 16610 ou 14,60 €, j'aime bien les deux. Disons qu'aujourd'hui, on n'aura plus cette chance de voir des pièces évoluer, esthétiquement parlant. La céramique ne vieillira pas. Il n'y a rien qui vieillit sur une GMT, tout reste intact pendant des années. Puis ça se voit tellement loin en plus, la céramique dans la rue, tu le vois une Rolex, quoi. Alors les couleurs, moi je les trouve, j'adore. Par exemple, si tu prends la lunette de la bleu rouge ou de la Pepsi si tu préfères. Ah oui, la Pepsi. Je trouve le rouge vraiment très joli. Alors d'ailleurs, il est apparemment très chiant à faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont des problèmes. Ils ont arrêté un truc. Ouais, d'après ce que j'ai lu. Ils ont Alors, pas arrêté la production, Rolex, mais je sais pas. Je sais que vu un truc, les lunettes craquent apparemment. Je saurais pas te dire, je suis pas un spécialiste, je suis pas vraiment. Ça doit être compliqué à faire les deux couleurs, c'est peut-être au niveau de la jonction avec le 3 là, non François, donc de chez Omega, alors on va peut-être pas dire son nom. Donc François de chez Omega nous l'avait expliqué. Donc la conception d'une céramique est quand même pas évidente, c'est toute une question de température. J'ai écouté un truc aussi c'est François-Henri Benamias, de chez Apple. Avec son interview sur Rodinky, non Non, c'était l'interview de Franck Sensé. Ok. Il en parlait là ou c'est pas Franck Sensé. Enfin bref, c'était Benamias. Et il disait que tu sais pour faire la céramique bleue là, c'était très compliqué à faire. Et que même la AP et la Royal Oak bleue là, qu'il avait dans sa collection, qu'il avait présentée. Alors je pense que du coup c'était sur la chaîne de Le Calibre. Et alors il disait que c'était pas le bleu qu'il voulait. Donc c'est vrai que ça doit pas être évident à faire la céramique. C'est dur à faire notamment. Parce que c'est de la poudre à la base. Exactement. Ouais. C'est le orange d'ailleurs, je crois, qui est le plus compliqué, l'un des plus compliqués à faire. Donc, après, c'est pour avoir la teinte que tu veux, je pense que le plus. C'est ça. C'est juste une question de timing et de température. Et en effet, je pense qu'ils doivent balancer une belle quantité de lunettes à la poubelle. Et puis là, c'est poubelle dès qu'il y a un défaut. Quoi. Ouais, là, le moins de défaut, c'est poubelle. Ouais. Non, c'est une matière qui est noble dans la céramique, mais c'est vrai que le brillant est fait très moderne. C'est complètement stérile. En fait, il y a certaines montres sur lesquelles je trouve ça passe bien, genre une Seamaster 300M, ça passe bien parce qu'elle est moderne, la montre, je trouve. Oui. Mais une Rolex, je sais pas, elle est moderne, mais elle garde encore un côté un peu ancien aussi avec le boîtier, tu vois. Bien sûr. Tout dépend après de ce que tu veux, comment est-ce que tu veux l'avoir vieillir. Voilà, après, c'est une question de goût, je me questionne encore beaucoup. Ouais. De toute façon, je pense qu'il faut pas non
plus se précipiter dès qu'on achète une montre, C'est peu pas bien, importe en le plus, prix. Peu importe le prix. Surtout à 10 000 euros. Surtout à 10 000 euros, bien évidemment. Mais ouais, il faut vraiment être sûr parce que c'est quand même des pièces qu'on porte au quotidien et c'est la première chose que je dis dès qu'une personne vient acheter une montre et qu'il a un coup de cœur. Par exemple, j'en vois beaucoup flasher sur une montre cadran bleu, lunettes orange. Je leur dis attention, la montre à l'instant T, vous l'aimez, c'est vrai qu'elle est jolie. Ouais. Par contre, Faut se projeter un peu, voilà, projetez-vous, est-ce que vous l'aimerez tout autant dans 10 ans? Et souvent, il y a quand même un retour en arrière dans ces cas-là et le client change d'avis et part sur un modèle plus classique. Voilà. Alors, je ne veux pas dire que je les arrête dans leur choix et je leur dis non, prenez une montre blanche ou une montre noire. Tu leur laisses le temps de réfléchir. Ouais, c'est leur temps de réfléchir, mais par contre, je les préviens, je leur dis attention parce que là, c'est vrai que c'est quand même une pièce qui est très particulière esthétiquement parlant. Là, vos goûts à l'instant T, ils sont ce qu'ils sont. Par contre, vos goûts vont probablement évoluer. Ouais. C'est ce qui m'était arrivé avec la Royan rouge. Ouais. C'est pour ça que j'avais pas voulu dépenser plus dans une montre rouge. Je me suis dit, j'aime beaucoup le rouge, mais après le reflet au soleil, le rouge, c'est pas évident. C'est souvent très terne au final. Ouais, en effet. Et au final, je l'ai revendu, tu vois, parce que je me suis lassé du rouge. Après, c'est des phases. Moi, je sais que c'est ça, c'est des phases. Et puis après, il faut pas s'interdire de vendre les montres qu'on achète. Non. Ça reste des objets, quoi. Bah oui, en effet. Et puis, ça reste. Après, ça peut poser problème quand tu es sur des marques, justement, avec les listes d'attente, tout ça. Tu peux te faire bannir des marques, tout ça, mais bon. C'est un risque. J'entrerai pas dans le sujet plus profondément parce que d'une part, c'est pas un sujet que je maîtrise vraiment beaucoup, étant donné que je ne suis pas revendeur Rolex. Oui, t'es pas dans la boutique, ça. Ouais. Mais c'est une gestion qui est très compliquée, ça c'est certain, et ceux qui pensent le contraire se plantent complètement. Oui, certains ils pensent qu'en cliquant sur un bouton, il n'y aurait plus de problème, mais on ne fait pas passer personne en tête ou derrière un tel, on ne fait pas d'élite faciès. Voilà, il y a tout le monde qui est inscrit. Il faut savoir que toutes les montres qui sont demandées et commandées arriveront. On sait pas quand. On ne sait pas. Voilà. Donc, mais c'est important que tu le dises parce que tu vois, il y en a certains, ils sont pas dans le milieu, ils s'imaginent des trucs. Il faut être patient, c'est certain. Il faut être patient, ou alors si on n'est pas patient et qu'on a un peu plus d'argent, il faut aller sur le marché de l'occasion. Quand tu as potentiellement 5 ou 10 millions de personnes qui s'intéressent et qu'il y a 1 200 000. Et c'est énorme, 1 200 000, c'est 2 fois ce que fait Omega. Ah, c'est énorme. Et puis ça va en 2024. Ça va augmenter, ça va y aller. Hein. Mais bon, voilà, le truc c'est qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Oui, exactement. Et en plus, quand tu regardes toutes les boutiques qu'il y a dans le monde, et chaque boutique elle en reçoit pas 10 000, non. Enfin, j'imagine. J'attends de voir, moi c'est vraiment un point qui m'intéresse parce que ils ont quand même l'intention de produire plus. Et donc les gens vont pas quadrupler leur production. Peut-être pas, mais par contre je pense qu'ils vont pouvoir livrer de manière un peu plus régulière. Mais je pense pas que d'un coup ils puissent augmenter parce qu'il y a quand même tout le contrôle et tout ça et tu peux recruter des dizaines de personnes d'un coup. Mais l'idée est là en tout cas. Ils ont cette volonté de le faire bien, et je pense que ça se répercutera forcément. Moi, je pense qu'ils vont peut-être doubler la production mais pas avant d'ici 2030 quoi. Ouais, mais si tu doubles, ça veut dire que déjà tu vois tu diminues par 2 les listes d'attente et donc derrière ça veut dire que les gens vont pouvoir être livrés plus facilement. Il y aurait même potentiellement moins de spéculateurs. Ça c'est certain. Donc ça c'est un bel avantage. Ça c'est certain. Mais oui, ce n'est pas, on le répète, ce n'est pas un placement, l'horlogerie. C'est un plaisir, une passion. C'est un plaisir, une passion, c'est une pièce d'art que l'on porte au poignet, mais par contre ce n'est pas un moyen pérenne d'investir son argent, c'est certain. Et si vous voulez en avoir la preuve, allez voir les courbes sur Chrono 24, sur des modèles qu'on pensait littéralement intouchables. J'entends par là... Une qui est à 53 000 euros. Ouais, alors que ça soit des Daito, en fait, Daito blanc. Et puis même, chez Patek, on en a vu, chez Audemars aussi. Je veux dire, il y a des gens qui sont vraiment brûlés les ailes juste après le Covid en achetant des pièces beaucoup trop chères. Ouais, il y avait des gens qui avaient beaucoup trop d'argent. Et puis, Donc non, ce n'est pas un moyen d'investir son argent. De constater de belles choses, éventuellement. C'est ça. Mais par contre, il faut vraiment... Le critère numéro 1 dès qu'on achète une montre, c'est... Qualité. Oui, puisqu'elle vous plaît. Bien sûr. Aussi, il faut qu'elle plaise. Voilà. C'était une bonne conclusion, ça, non? Ouais, c'était un bon mot de la fin. Parce que je vois qu'on est à déjà plus d'1 heure de vidéo. Il y aura du coupage. Bah écoute, en tout cas, je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus. Enfin, en tout cas, s'arrêter là-dessus, parce que... À moins que tu aies d'autres choses à rajouter. Non, je pense que qu'on a déjà les gens en ont assez. Non, mais au montage, ça fera plus court que ça.
Non, merci, c'était un plaisir de te recevoir et d'échanger. Merci à toi surtout de m'avoir accueilli chez toi, à Écoute, Bordeaux. Un grand plaisir. Et puis, écoute, on se reverra d'ici quelques temps, j'imagine, à la boutique, à Morgnier ou ailleurs d'ailleurs. Mais il y aura d'autres événements. 2024 s'annonce être une belle année, je pense, du moins pour la société, parce qu'on on développe, on a de nouvelles idées, on est en train de développer des choses. Donc, puis tu amènes du sang neuf aussi chez Morgnier, je trouve. On amène tous du sang neuf, on est une équipe qui est quand même jeune et motivée. Et puis c'est vrai que ça fait toujours plaisir de tomber sur des gens qui aiment parler de monde, qui aiment parler de bijoux. Donc c'est déjà un gros plus. Et puis non, on va aussi accentuer les événements, on va en avoir aussi de plus en plus. Donc voilà, je pense que c'est nécessaire aussi pour entretenir une vie de boutique et puis pour fidéliser les gens. Tu as créé un Instagram aussi pour... C'est ça, Morgnier Sainte-Catherine. Morgnier Sainte-Catherine, n'hésitez pas à vous abonner. Je le mettrai en description. Voilà. Parce que certains ils croyaient que c'était un fake au début, parce que comme il n'y avait pas d'abonnés. Voilà. Un contrôle. du coup, j'ai partagé l'exprès parce que je savais que c'était toi derrière. C'est ça, il y a la page Morgnier, classique Morgnier Bordeaux, qui est donc la page principale. Et puis nous, on s'est fait ce petit plaisir en montant une page pour la boutique. Sainte-Catherine. Exactement, voilà. Donc pour l'instant, on ne poste pas grand-chose. Ça fait partie de nos résolutions. Il faut qu'on arrive vraiment à se développer sur cette com, sur l'événementiel. Voilà. C'est pour ça que je pense qu'on en est vraiment aux prémices. Ça va. Ouais, c'est vrai. Non, mais en tout cas, s'il y a des abonnés ou des gens qui voient la vidéo et qui sont autour de Bordeaux ou pas d'ailleurs et qui veulent passer, bien sûr, n'hésitez pas. Edouard, rue Sainte-Catherine, n'hésitez pas à venir me voir. Ça sera avec. C'est très facile, c'est en face de l'Apple Store. C'est facile de trouver. Pas compliqué. Voilà. Bon, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était très sympa, Edouard. Merci Corentin. Merci à toi, vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Allez, écoutez, ciao tout le monde. Ciao.